Bonsoir et bienvenue au résumé du cours 3. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'était la deuxième partie sur la force hydrostatique sur les surfaces courbes, principe d'Archimède, et puis on a fini avec le mouvement encore rigide d'un fluide. Donc, les forces hydrostatiques sur une paroi courbe, on détermine cette force résultante-là en utilisant exactement les mêmes notions qu'on avait vues le cours précédent, c'est-à-dire en utilisant les forces résultantes sur une paroi plane. Donc, l'idée ici, c'est d'au lieu d'avoir à étudier la courbure de la paroi ici, on va plutôt venir prendre un échantillon du fluide qui inclut la surface courbe à analyser. Et lorsqu'on extrait ce volume euh, qu'on a identifié ici par les traits pointillés, donc on vient de créer en quelque sorte deux surfaces planes. Et ces surfaces planes-là, ici, on va être en mesure de venir déterminer la force résultante basée sur les notions qu'on a vues la semaine dernière. Donc, notez ici qu'on s'intéresse juste à la force résultante et non pas au point d'application de cette force-là. Donc, dans un second temps, on pourra discuter sur comment déterminer le point d'application. Mais présentement, on se concentre sur la force résultante. Donc, pour y arriver, donc on va faire la somme des forces est égale à 0 en X et en Y, puisqu'on est en statique. Et donc, la force résultante va être décomposée selon une composante horizontale et verticale. Et à l'horizontale, donc la force horizontale va être compensée par la force en X de la paroi plane. Et pour ce qui est de la composante verticale, donc ça va être une combinaison de forces verticales selon Y et la contribution du poids, parce que cet élément de volume-là qu'on a extrait, qu'on a isolé, donc doit rester statique, mais on doit inclure les forces de gravité du fluide qui est contenu dans ce volume-là et les forces de pression qui doivent compenser euh, pour la gravité. Donc, on a également la possibilité de trouver la force résultante avec en utilisant Pythagore pour les composantes horizontales et verticales. Et si on veut l'angle θ formé par la force résultante, donc on peut faire un peu de trigonométrie pour trouver cette force-là. Donc, on avait noté deux cas. Donc, le cas général, donc, où il faut calculer les forces horizontales et verticales selon la statique, les forces statiques, la somme des forces égale à 0. Et le cas particulier, dans le cas où on a une surface cylindrique, circulaire. Donc, dans le cas particulier d'une surface circulaire, on sait que la force résultante doit passer par le centre du cercle. Donc, ça, c'est important de comprendre pourquoi ça passe vers le centre du cercle. Donc, la pression étant s'appliquant perpendiculairement à la paroi, donc la force va être aussi normale à la paroi. Et malgré le fait que plus on s'éloigne de la surface libre, plus le vecteur force va être de plus en plus grand, mais ça reste que ça va être une force qui va être purement radiale. Donc, une sommation de force radiale va donner une force résultante radiale qui va forcément passer par le centre. Donc, on a fait cet exemple-là ici. C'est important de bien identifier la section du fluide qu'on a isolée pour venir faire notre somme des forces en X et en Y afin de trouver notre force résultante. Euh, et faire bien attention de ne pas oublier d'inclure le poids du fluide quand on fait notre bilan des forces. Pour ce qui est du bilan le principe d'Archimède, donc ici, ce qui est à retenir, c'est que une force est générée lorsqu'un objet est submergé dans l'eau et cette force-là est proportionnelle au volume d'eau déplacé. Donc, l'idée ici, c'était de prendre conscience que la pression sous l'objet est plus élevée que la pression sur l'objet. Donc, cette variation de pression-là, appliquée sur une certaine surface A, ben, va être représentée par une force et on peut réécrire cette force-là comme étant liée directement au volume d'eau déplacé ici noté par V, qui correspond en fait à la surface fois l'épaisseur de la plaque ici dans cet exemple-là. On peut raisonner on peut généraliser ce raisonnement-là pour une géométrie arbitraire et donc ça nous amène à faire l'intégrale de volume sur la géométrie quelconque afin de ramener l'expression à ce qu'on avait déterminé à la diapo précédente. Donc, notez que cette force résultante-là va passer par le centroïde du volume d'eau déplacé.
Euh, et donc ça va être utile pour déterminer si éventuellement on a des bras de levier à calculer. Donc, ça, ici, ça résume un peu ce que je viens de dire. Donc, la poussée d'Archimède qui est notée FB pour la version en anglais, on dit Buoyancy Force. Donc, poussée d'Archimède, l'équivalent en français. Donc, déterminée par le volume d'eau déplacé multiplié par la masse volumique du fluide en question multiplié par la gravité. Donc, quand on a une force qui est orientée vers le haut, donc à contresens de la gravité, donc dépendamment du poids de l'objet en question. Donc, l'objet peut flotter, être en suspension neutre, c'est-à-dire ni flotter ni caler, donc va rester à une profondeur donnée, ou tout simplement caler dans le fond de l'eau. Donc, dépendamment de la masse volumique moyenne de l'objet en question, et quand on parle de masse volumique moyenne de l'objet, donc il faut tenir compte du poids total de l'objet et le volume euh, le volume extérieur de l'objet. Donc, si on a un objet creux, donc on ne fait pas abstraction des porosités à l'intérieur. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le volume tel que vu par l'extérieur. Et c'est le même principe pour une montgolfière, donc que ce soit des liquides ou un gaz, ce qui compte ici, c'est le ratio des masses volumiques euh, pour déterminer le calcul de la poussée d'Archimède. Donc, une autre application de la poussée d'Archimède, c'est l'hydromètre. C'est important ici de comprendre le fonctionnement d'un hydromètre qui sert à mesurer la densité d'un fluide inconnu. Donc, un hydromètre qui est calibré va indiquer une valeur de 1 dans l'eau pure. Donc, une densité égale à 1, par définition, une densité égale à 1, c'est de l'eau pure. Et une fois qu'on a plongé l'hydromètre dans un liquide inconnu, sa mesure va nous donner la densité de ce liquide inconnu-là. Donc, dépendamment de la pénétration de l'hydromètre dans l'eau, donc ça va permettre de déterminer si le fluide inconnu est plus dense ou moins dense que celui de l'eau. Donc, notez que dans tous les cas, la poussée d'Archimède sur un hydromètre, elle est constante parce que le poids est constant et donc on atteint toujours le point de flottabilité avec notre hydromètre. Donc, ça veut dire que le poids de l'hydromètre est compensé par la poussée d'Archimède. Maintenant, la pénétration de l'hydromètre dans l'eau, c'est ce qui va déterminer comment la poussée d'Archimède doit s'adapter pour maintenir l'hydromètre à la surface de l'eau. La prochaine notion qu'on a vue, c'est les notions de stabilité. Donc, à savoir si, par exemple, on a une distribution de masse asymétrique, donc si on a une concentration de masse dans la partie inférieure, comment un objet va se comporter. Donc, si on lui donne une perturbation dθ, notez que la poussée d'Archimède, elle, est pas influencée par la répartition de la masse, puisque la poussée d'Archimède s'applique au centroïde du volume d'eau déplacé. Ici, on a une sphère. Par conséquent, dans tous les cas, la poussée d'Archimède va toujours être orientée au centroïde, donc au centre de la sphère. Par contre, le centre de gravité, lui, va être influencé par la répartition de la masse à l'intérieur de la sphère. Donc, si le centre de gravité est plus bas que la poussée d'Archimède, donc la perturbation va faire que le centre de gravité va toujours chercher à atteindre le point le plus bas. Donc, on va appeler une configuration stable si la perturbation nous fait osciller autour d'un point d'équilibre et que cette amplitude-là diminue avec le temps pour revenir à sa configuration initiale. Dans le cas d'une répartition uniforme de la masse, donc on voit que le point d'application de la poussée d'Archimède et de la gravité sont des points confondus. Donc, si on a une perturbation, peu importe la valeur de la perturbation, que dθ soit égal à 0,01 degré ou 10 degrés, donc on va noter que la sphère va garder sa position. Donc, on va parler d'une stabilité neutre. Donc, on ne s'éloigne pas du point d'équilibre, mais on ne s'en approche pas non plus une fois que la perturbation est imposée. Et dans l'autre cas, ce qu'on remarque ici, c'est si on a une asymétrie où la masse génère un point centre de gravité plus élevé que le point où est appliquée la poussée d'Archimède, donc le centroïde. Donc, ça veut dire qu'une petite perturbation va créer un moment qui va nous éloigner de cette position initiale-là et va nous faire retomber sur un point d'équilibre qui est différent du point initial. Donc, on en déduit que la configuration initiale était instable. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que, règle générale, si le centre de gravité est plus bas que le point d'application de la poussée d'Archimède, donc on est dans une configuration stable.
Par contre, la diapo d'après va nous montrer que ce n'est pas nécessairement une règle absolue. Donc, si on regarde la stabilité des corps flottants, il est possible d'avoir un centre de gravité plus élevé que le point d'application de la poussée d'Archimède et rester stable. C'est le critère important pour déterminer si on est stable ou pas, c'est comment le moment euh, résultant de cette perturbation-là va influencer le corps flottant. Donc, si le moment résultant a tendance à amplifier la perturbation, donc on va être instable, mais si le moment résultant nous ramène vers la position initiale, donc on va être considéré comme étant stable. Donc ici, tout dépend comment le volume d'eau déplacé va s'ajuster, donc plus précisément comment le centroïde du volume d'eau déplacé va s'ajuster. Donc si le centroïde du volume d'eau se déplace plus dans le cas ici d'une perturbation dans le sens horaire, donc si le centroïde du volume d'eau déplacé se déplace plus vers la droite que le centre de gravité. Donc, à ce moment-là, on va toujours avoir un moment qui va nous ramener vers notre position initiale. Dans le cas inverse, ben, on va être dans une configuration instable et ça va nous faire chavirer. Donc, ça va amplifier la perturbation initiale. Donc, dernier point qu'on avait vu, ou dernière notion, c'était le mouvement encore rigide dans un fluide. Donc, pour y arriver, on avait pris un cube infinitésimal et on avait étudié dans un premier temps comment la pression elle était distribuée. On s'était inspiré de l'axe Z, mais le même raisonnement est applicable dans les trois dimensions. Donc, on pose ici une certaine pression X, Y, Z au point X, Y, Z au centre de notre particule infinitésimale. Et on en déduit mathématiquement la pression sur les parois supérieures et inférieures en assumant une variation de la pression, donc un gradient de pression selon Z. Donc, ça nous permet de généraliser la distribution de pression dans laquelle la particule de fluide est plongée. Et ça nous permet, une fois qu'on a la distribution de pression, si on multiplie par un dx, dy, là, pour avoir la pression sur la surface, sur la facette ici illustré sur le cube infinitésimal. Donc, ça nous permet de passer de pression à force infinitésimale. Et ça nous permet de déterminer les forces de pression appliquées sur chacune des parois de notre cube infinitésimal. Donc, combiné avec les forces de gravité. Donc, cette fois-ci, si on applique la loi de Newton, donc la somme des forces est égale à ma. Donc, ça nous permet d'avoir une première relation entre les forces appliquées sur une particule de fluide et l'accélération auquel la particule de fluide va être exposée. Donc, après les étapes mathématiques telles qu'on a vues en classe, donc ça nous permet de mettre en évidence que les forces de pression, les forces de gravité vont s'exprimer comme étant un gradient de pression avec un vecteur du champ gravitationnel et qui va être en équilibre avec l'accélération linéaire, constante de la particule de fluide. Donc, ça que ça représente ici, c'est que si une particule de fluide, une fois qu'on a intégré les équations, on peut généraliser ça à l'ensemble du fluide qui est à l'intérieur d'un contenant. Si ce fluide-là à l'intérieur d'un contenant est accéléré avec une accélération A, ici dans le plan X, Z, donc la surface libre va s'ajuster afin de venir compenser, de trouver un point d'équilibre entre les forces de pression et les forces de gravité. Donc, d'où la raison pour laquelle notre surface libre maintenant fait un angle θ par rapport à l'horizontale. Et la prochaine étape consiste à essayer de déterminer comment la pression varie dans le fluide. Et suite à l'intégration de les équations qu'on avait dérivées, on obtient l'équation ici où que, les points 1 et 2 sont des points arbitraires parce que l'équation ici nous met en évidence une variation de pression en fonction de deux points. Donc, connaissant un point 1, on peut déterminer la pression au point 2. Et cette approche-là va nous aider pour être en mesure de quantifier l'angle d'inclinaison de la surface libre connaissant les vecteurs d'accélération. Donc, on sait que sur une surface libre, la pression elle est égale. Donc, si on raisonne en termes de pression relative, ça veut dire que sur la surface libre, on peut avoir une pression relative égale à 0 pascal. Et cette surface libre-là ici représente un isobore parce que la pression va être constante le long de cette surface libre-là. Et on va s'apercevoir que la pression
va varier perpendiculairement. Donc, le gradient de pression va être un vecteur qui va être perpendiculaire à la surface libre. Donc, comme on voit ici, donc le delta de pression est perpendiculaire à la surface libre et on en déduit le sens de variation principale de la pression le long en fait, illustré perpendiculaire aux isobars. Donc, pour déterminer l'angle aussi, on avait vu que si on pose nos points 1 et 2 sur la surface libre, on sait que le delta P va être égal à 0 et par conséquent, avec un peu de trigonométrie, on peut mettre en évidence la tangente de l'angle θ de la surface libre par rapport à l'horizontale. Et donc, c'est représenté ici par la tangente. Donc, notez que lorsqu'on a dérivé les équations, on avait déjà posé la gravité dans le sens négatif. Donc, ici, le G est égal à 9,81 et non moins 9,81. Donc, les quelques cas typiques qu'on avait discuté, donc en cas de chute libre, donc ça veut dire que les forces de gravité vont compenser les forces euh, de pression. Et à ce moment-là, donc, on va obtenir une pression uniforme, constante dans le fluide. Donc, peu importe où on se trouve dans le fluide, ben, c'est un peu comme si on était en état d'apesanteur, la pression va être la même partout. Donc, si la particule accélère et vient amplifier, ou le réservoir accélère et vient amplifier les effets de la gravité, donc ici, on a une accélération qui est égale à G. Donc, on se retrouve à doubler les effets de la pression. Donc, d'où la raison que maintenant, la pression au point 2 va être 2 fois plus élevée que le cas où le réservoir serait statique, immobile. Et donc, ça nous donne une accélération apparente de 2G. Donc, on avait fait cet exemple-là ici pour déterminer si oui ou non le fluide va déborder du récipient. Donc, vous pouvez refaire cet exercice-là ici pour familiariser avec les différentes notions. Et voilà. Donc, c'est pas mal tout pour le cours 3. Et on se revoit pour le cours 4.